La Lune partie 3, comment elle influence la Terre et sa matrice 3D. Marie Soiru. Bonjour à tous, merci de me rejoindre ici une fois de plus. J'espère que vous allez très bien. Je suis Marie Soiru. Ceci est la 3e partie de ma série de vidéos sur la Lune. Pour pouvoir comprendre cette 3e partie, je vous suggère de regarder d'abord les parties 1 et 2, car cette vidéo en est la suite directe. Je vais placer les liens vers ces vidéos dans l'ordre séquentiel dans la partie supérieure droite de votre écran maintenant. Les informations que je partage avec vous aujourd'hui proviennent directement des archives de la Fédération unie des planètes, ou Fédération galactique, c'est la même chose. Elles sont acceptées et sont facilement accessibles pour tous en dehors de la Terre et de sa matrice 3D. De l'intérieur de la Terre, cette information peut être considérée comme de la science-fiction car elle entre en conflit de manière drastique avec ce qui est raconté aux humains à propos de la Lune. Du point de vue d'une personne moyenne à l'intérieur de la matrice terrestre, l'explication la plus plausible de l'existence de la Lune est qu'il s'agit d'un satellite naturel qui possède une surface grise poussiéreuse pleine de cratères, en particulier sur sa face cachée. Et c'est l'explication la plus plausible parce que le contexte, les antécédents et les connaissances avec lesquelles une personne moyenne a été programmée dictent qu'il en est ainsi, et toute autre possibilité n'est que pure fiction. Mais du point de vue de quelqu'un dans l'espace en dehors de la matrice 3D de la Terre, qu'est-ce qui est plausible et pourquoi ? L'explication la plus simple est que la Lune est un vieux vaisseau sphérique biosphère endommagé par des batailles qui a été placé là artificiellement pour aider à stabiliser l'orbite de la Terre autour du Soleil, car c'est le contexte et l'information avec lesquels la personne moyenne dans l'espace a grandi. C'est un autre exemple de la façon dont les règnes sont séparés, et les personnes qui vivent dans l'un ne peuvent pas facilement être en contact avec les personnes dans l'autre, car cela provoque souvent de graves conflits de perception. Après la destruction de la planète Tiamat, toutes les planètes de ce système solaire étaient dans un chaos complet parce que leur dynamique gravitationnelle et leur équilibre étaient drastiquement altérés, modifiant leurs orbites autour du Soleil. La Fédération galactique ne pouvait pas faire grand-chose face à ce problème car il était si vaste, et les planètes ont été autorisées à atteindre leur équilibre principalement par elles-mêmes. Tout ce que la Fédération a pu faire, c'est contrebalancer certaines planètes pour les aider à retrouver l'équilibre. Cela a été réalisé en attirant de gros astéroïdes par rayons tracteurs dans l'orbite de Mars, et aussi en déplaçant un vaisseau biosphère endommagé par les batailles dans l'orbite de la Terre pour l'aider à retrouver son équilibre. Dans le cas de la Terre, toute sa biologie dépendait de la lumière solaire que la planète éteinte Tiamat réfléchissait sur la Terre la nuit. Tiamat était une grande planète aquatique très brillante la nuit, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes sur la Lune. Sans la planète Tiamat qui brillait la nuit, une grande partie de la biologie terrestre était également dans un état chaotique, de nombreuses espèces s'éteignant, rendant les effets du déluge mondial encore pires. Le mouvement logique pour la Fédération fut de déplacer dans l'orbite de la Terre un vaisseau spatial biosphère endommagé par les batailles, car sa surface métallique lisse était un excellent réflecteur de type solaire, puis ils ont placé un hologramme haute définition devant lui afin qu'il ressemble à une lune naturelle. Aujourd'hui, même certaines parties de la science officielle de la Terre acceptent que si la Lune était naturelle, elle serait beaucoup plus lourde, et elle serait tout simplement trop grande pour la Terre. La première façon dont la Lune affecte la Terre est en tant que contrepoids de masse pour maintenir une orbite plus ou moins stable. Avant la destruction de Tiamat, l'orbite de la Terre était beaucoup moins elliptique, ce qui provoquait un environnement beaucoup plus stable avec des changements de température et saisonniers moins drastiques. En d'autres termes, à l'époque, la Terre était une planète plus facile et plus conviviale à habiter que ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, la Terre était considérée comme une planète super habitable, où les conditions climatiques et biologiques en faisaient un endroit idéal pour vivre pour les personnes ayant un corps lyréen ou humain. Les planètes super habitables sont celles qui possèdent un ensemble de conditions de maintien de la vie supérieures à celles de la Terre. 2 exemples de planètes super habitables sont Pitoya,
en orbite autour de l'étoile Arcturus à 37 années-lumière, la planète Alphrata, anciennement connue sous le nom de Phaéton, en orbite autour de l'étoile Alpha Centauri à 4,36 années-lumière, et la planète Thémée, en orbite autour de l'étoile Tejta dans le système stellaire des Pléiades à 440,3 années-lumière de distance. La Lune affecte les marées terrestres et guide la biologie la nuit, comme vous le savez tous, et je ne vais pas entrer dans ces détails car ils sont largement connus. Mais je dois néanmoins les mentionner, aussi parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Fédération galactique a dû placer la Lune sur l'orbite de la Terre. La Lune transmet artificiellement des faisceaux de haute énergie qui altèrent la fréquence de la magnétosphère naturelle de la Terre, créant ainsi les ceintures de radiation de Van Allen. Ces faisceaux de haute énergie sont focalisés sur la magnétosphère terrestre à l'aide d'un ensemble d'antennes spéciales en forme de disque à la surface de la Lune. Ces antennes sont exposées à la surface, mais elles sont masquées comme des cratères à l'aide de l'hologramme lunaire. Elles projettent un faisceau avec une fréquence spécifique qui s'ajoute à la fréquence naturelle de la magnétosphère, créant un champ d'énergie beaucoup plus fort qui enveloppe et entoure la Terre, servant de barrière éthérique et de bouclier anti-radiation élevé. Bien que le faisceau d'énergie n'affecte directement que la magnétosphère, il a également pour effet secondaire d'abaisser la fréquence globale de la Terre, comme on pourrait s'y attendre selon le principe de la fréquence dominante, qui dicte essentiellement que la fréquence la plus forte aura tendance à transformer toutes les autres en quelque chose de plus semblable à elle-même. Cela fait que tout sur Terre vibre à une fréquence inférieure à la fréquence moyenne à laquelle tout vibre en dehors de la Terre, comme l'a déclaré mon prédécesseur. Cela fait que la Terre est à un taux vibratoire existentiel 3D lent et pâteux, tandis que tout en dehors de la Terre est considéré comme vibrant à une vibration existentielle 5D naturelle. Mais, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la 5D, ce n'est pas un endroit où vous êtes, c'est un niveau de perception et de conscience, et il en va de même pour la 3D et toutes les densités, laissant la 4D comme un niveau transitoire. À mon avis, cette description de densité avec des nombres ne fait que causer beaucoup de confusion. Pour moi, vivre en 5D est un état d'esprit qui vient d'avoir une âme et une conscience beaucoup plus évoluées et à partir duquel vous manifestez votre réalité positive. Mais ce qui est vrai, c'est que la Lune transmet une gamme de fréquences artificielles qui transforment et modifient la magnétosphère et abaisse également l'état vibratoire de la Terre et de tout ce qu'elle contient. Ce système est alimenté par 12 réacteurs, dont 8 sont des réacteurs à eau lourde pressurisée et 4 sont des réacteurs à neutrons rapides, et ce sont ces 4 qui fonctionnent toujours. Les 8 autres ne sont plus fonctionnels. Je trouve le fait que ces réacteurs soient très humains ou très similaires à ceux utilisés sur Terre et avec la technologie humaine très intéressant, voire suspect. Mais pour le moment, je ne trouve aucune donnée sur la raison pour laquelle ceux-ci sont utilisés et non les réacteurs à point zéro plus avancés et fiables que presque tout le monde utilise en dehors de la Terre. Quand je trouverai plus de données à ce sujet, je les partagerai avec vous tous. Tout cela signifie qu'être sur Terre ne dicte pas à quel point vous êtes avancé ou le devenez mentalement, spirituellement et consciemment, car cela ne fait que propicier un ensemble d'expériences compatibles avec une mentalité basse ou primitive. Et cela dépendra de la mentalité et de la conscience que chaque personne ou créature possède tout en ayant une expérience là sur Terre. L'ensemble des basses fréquences dans lesquelles la Terre est immergée permet à différentes consciences ou âmes qui sont à des niveaux très différents de coexister dans le même règne. La fréquence existentielle lente et pâteuse de la Terre unit les créatures, leur permettant de partager le même règne qui, dans d'autres circonstances plus naturelles, serait naturellement séparé, un peu comme l'astral inférieur l'est avec le monde matériel ou des vivants, mélangés et s'affectant mutuellement, oui, mais pas directement dans la conscience de la personne moyenne. Grâce à ce système artificiel de modulation de fréquences transmis depuis la Lune, les âmes avancées peuvent avoir une expérience de vie difficile et stimulante, et qui ne serait pas compatible ou en accord avec la fréquence existentielle naturelle de leurs âmes hautement évoluées. Pour que cela fonctionne, un corps biologique super résistant a dû être utilisé pour homologuer la plupart des âmes dans des conditions de vie plus ou moins égales.
Le corps lyréen humain était le meilleur choix car il est non seulement très résistant, mais il est également largement connu par tout le monde dans ce cadran spatial. De cette façon, les âmes venant d'innombrables espèces stellaires différentes ont pu être unies pour vivre une expérience d'incarnation commune sur Terre en tant qu'humains. Les âmes n'ont pas d'espèce, elles n'appartiennent à aucune race stellaire, les âmes ne sont que cela, des âmes, des fragments holographiques de la source originale et la source elle-même, mais elles développent des attachements et un goût d'appartenir à telle ou telle espèce et genre après d'innombrables incarnations et réincarnations dans beaucoup d'entre elles. Au moins après la destruction de la planète Tiamat et le placement artificiel de la Lune et ses effets d'abaissement de fréquence, la Terre a été une école pour les âmes afin qu'elles puissent avoir une incarnation courte et intense pleine de défis et de difficultés dans laquelle tant de choses peuvent être apprises en peu de temps qu'elles progressent beaucoup plus qu'en ayant plusieurs incarnations dans des mondes plus gentils et plus confortables. Grâce à cela, une âme peut apprendre à contrôler ses émotions et les défis, ainsi qu'à apprendre à faire beaucoup avec peu de ressources. Tout cela signifiant qu'une âme sur Terre apprend rapidement comment fonctionne la manifestation et comment la contrôler et la gérer. Les âmes sur Terre apprennent à manifester leur réalité positive et nourrissante bien qu'elles soient dans le même règne existentiel dans lequel d'autres âmes sont à un stade d'apprentissage inférieur ou moins évolué de leurs compétences en matière de manifestation et de gestion de l'énergie. Les âmes entrent dans la vie sur Terre de plusieurs manières, principalement en s'incarnant directement depuis l'espace entre les vies. Mais toutes les données dont je dispose indiquent qu'elles entrent toutes sur Terre de leur plein gré, jamais parce que quelqu'un ou quelque chose les a forcées à le faire. Alors ici, je dois mentionner la signification de la souffrance par rapport au fait que les âmes savaient à quoi elles feraient face en vivant sur Terre. Mais je laisserai cela pour une autre vidéo, car c'est un sujet très vaste et étendu. Une autre donnée intéressante est qu'il est dit qu'une âme dans un état vibratoire bas ne peut pas traverser les boucliers éthériques de Van Allen, et qu'une âme très avancée qui vibre beaucoup plus haut le peut, et qu'ainsi, les âmes peuvent échapper à la matrice sur Terre. C'est intéressant, pourtant je ne peux pas être entièrement d'accord car, pour autant que je sache, toutes les âmes entrent et sortent de la Terre dans l'au-delà comme elles le souhaitent et comme leur fréquence le dicte. Elles vont là où vibrent comme elles, et cela signifie que leurs idées, leurs fréquences et leurs attachements seraient ceux qui les amèneraient à vouloir revenir et se réincarner sur Terre une fois de plus, et non une barrière comme celle d'une prison. Comme vous pouvez le voir, la matrice de la Terre est maintenue dans une vibration de basse fréquence artificiellement et avec une intention totale. Vous pouvez voir cela soit comme vous étant imposé d'une manière tyrannique, soit vous pouvez le voir comme un défi et comme une expérience d'apprentissage pour votre âme, car vous pouvez créer votre propre paradis sur Terre, une réalité positive tout en y vivant. Vous êtes le créateur de votre réalité et vous la contrôlez, et tout ce que vous regardez et voyez se produire autour de vous là sur Terre fait partie du contexte et du cadre nécessaire pour créer votre expérience d'apprentissage de la vie. Vous n'êtes pas une victime, prenez le contrôle de votre vie. Il y a encore beaucoup à dire sur la Lune, et cela continuera bientôt dans la 4e partie de cette série. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'aimer et de vous abonner pour en voir plus. J'apprécie beaucoup. Merci, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soiru.